Et pourtant, qui sait? À Castromarim, la belle endormie, on est toujours un peu amoureux quand même des belles salines, fragiles, que l'on va peut-être sauver. Vous aimez vraiment ce métier? Ah oui, j'aime vraiment ça. Et je crois que je continuerai tant que je pourrai. Je dirais que le plus important pour moi, c'est la reconnaissance sociale et économique. Parce que je me retrouve avec 20 gosses, c'est pas des gosses, mais enfin des mecs de 20 ans qui veulent apprendre à devenir des paludiers et qu'il y a aussi même des femmes qui veulent le faire. L'opinion générale, quoi, quand on a débuté avec ce truc des salines, c'est mais ils s'en foutent, ça va pas marcher, etc. Bah, tout le monde dit maintenant, oh non, nous on a le meilleur sel du monde. Écoutez, qu'est-ce que c'est? Changement de décor, changement de saison, c'est l'hiver ici, et surtout, changement d'histoire. Le 25 avril 1974, la révolution des œillets bouleverse le Portugal. C'est la fin de la dictature, le pays découvre la démocratie et s'ouvre sur l'Europe. C'est surtout le début de la décolonisation. Et depuis ce jour-là, des milliers d'immigrants venus de l'Afrique, des anciennes colonies, débarquent dans les rues de Lisbonne en rêvant d'y trouver une vie meilleure. Officiellement, aujourd'hui, ils sont 350 000 venus du Cap-Vert, de Guinée, du Mozambique ou d'ailleurs. Ils sont arrivés, des rêves plein la tête et pas toujours préparés à la réalité. Il est presque minuit sur les quais de Belém. Là, le poisson commence à s'animer. Comme les bateaux de pêche sont de plus en plus rares, le poisson arrive surtout par la route, dans des camions. Il s'échange ici entre grossistes de Lisbonne et de toute sa région, de 1h environ à 8h du matin. Le poisson qui est vendu ici vient essentiellement des différentes criées du Portugal et du marché extérieur. Espagne, Mauritanie, Maroc et Sénégal. Pendant toute la nuit, les cajots passent de main en main, de vendeurs à acheteurs, d'acheteurs à porteurs. Et les porteurs ici, ce sont surtout des femmes. Elles sont là toutes les nuits. Les gens les appellent, elles transportent le poisson jusqu'au camion et elles sont payées au cajot. Elles ont 10, 12, 15 clients par nuit. On charge, on décharge les caisses de poissons, on se fait payer, puis on revient et on recommence. Vous êtes employé par quelqu'un? Non, on est à notre compte. Et vous arrivez à gagner combien en une nuit? Pas beaucoup, ça dépend. 5, 6, 7 euros. Mais bon, il n'y a pas de travail ailleurs, alors on reste ici pour essayer de gagner notre vie. Pour nourrir nos enfants. Une porteuse comme Armelinda gagne 25 centimes par cajot. Il en faut donc un certain nombre pour gagner sa soirée, mais même comme ça, la concurrence est rude et elle n'épargne pas les plus anciennes. On n'a que ça pour vivre. Qui voulez-vous qui me donne du travail? Une femme de 63 ans qui a fait ça toute sa vie. Avant, je portais tout sur la tête, 60-70 kilos. Maintenant, on a des chariots. Et puis aujourd'hui, il y a plus de noirs que de blanches.
Comme blanche, on doit être 4 ou 5. Le reste, c'est toutes des femmes de couleur. Pourquoi? On ne sait pas. La plupart des porteuses viennent des anciennes colonies portugaises, surtout du Cap-Vert, la plus grosse communauté immigrée ici. Les hommes trouvent en général du travail sur les chantiers, mais pour les femmes, c'est beaucoup plus difficile. Derrière moi, ce sont toutes des Capverdiennes. Toutes. Quand je suis arrivée au Portugal, j'ai connu des collègues qui travaillaient ici depuis longtemps. C'est elles qui m'ont amenée. C'est comme ça que j'ai commencé et je suis toujours là. Pour travailler au marché, personne ne leur demande rien. Elles n'ont pas besoin de papier, de permis de travail ou de formation particulière. Il leur suffit d'acheter un chariot et puis d'avoir quelques connaissances à l'intérieur. C'est facile de gagner un peu d'argent ici. C'est parce qu'on travaille à notre compte. Et personne ne vous demande rien? Il faut juste se procurer un badge. Avec un badge, tu peux rentrer à partir de minuit. Ceux qui n'en ont pas ne peuvent rentrer qu'à 5 ou 6 heures du matin. Moi, j'ai aussi un autre travail. Je commence à 4 heures l'après-midi et je sors à 9 heures. Anarita a 25 ans. Elle travaille depuis quelques mois comme vendeuse chez un grossiste, mais elle a mis presque 10 ans pour se faire une place sur le marché. Je suis là depuis toute gamine. Je connais tout le monde ici et tout le monde me connaît. Qu'est-ce que tu veux? C'est 25 €. J'ai d'abord été porteuse et puis j'ai commencé à travailler dans les entrepôts. C'était un peu stressant au début, mais c'est tout. Beaucoup de ces femmes sont là parce qu'elles ne parlent pas bien le portugais ou parce qu'elles ne savent ni lire ni écrire. Et puis il y a aussi des adolescents. Ils essayent de gagner de quoi acheter leurs livres scolaires, leurs vêtements. Quand les familles sont nombreuses, c'est pas toujours facile. D'ailleurs, les jeunes maintenant se tournent plutôt vers le trafic. Comme la plupart des femmes qui travaillent sur le marché, Anarita vit en banlieue de Lisbonne, dans le quartier du Cimé, au nord de la ville. Un de ces quartiers oubliés où on ne parle que le créole. Il y a pas mal de clandestins, même parmi les enfants qui sont nés ici. Certains parce que le gouvernement ne leur a pas donné de carte de séjour. Et d'autres parce qu'ils ne se sont pas occupés des papiers. Ses parents, à elle, sont arrivés au Portugal juste après la décolonisation, il y a un peu plus de 25 ans. Ils sont venus vivre dans les quartiers nord, comme beaucoup d'immigrés africains. Son père est capverdien, sa mère de Sao Tomé. Rita, elle, c'est une vraie fille du quartier. On est arrivés nombreux. Au début, on s'est installé chez mon frère. C'était pas très facile. Mais après, ça s'est arrangé. Mon mari a trouvé du travail et puis moi aussi. Son premier travail quand elle est arrivée, ça a été porteuse à la halle aux poissons. Là, j'avais pas de sécurité sociale, rien. Quand j'y allais, je gagnais quelque chose. Quand j'y allais pas, je gagnais rien. Moi, j'ai commencé à y aller à 15 ans, avec ma mère. Pour les gens là-bas, j'étais la petite. Je les suivais partout. Alors ils m'ont pris sous leur coupe, ils m'ont appris à charger, à décharger, à faire la vente. Et voilà, j'y suis toujours. J'adore ça, travailler avec des milliers de personnes, être avec les gens, communiquer, c'est tout à fait pour moi. J'aime discuter, crier, négocier, manipuler l'argent et faire des affaires.
J'ai déjà fait tous les métiers. J'ai été boulangère, pâtissière, mais c'est vraiment celui-là que j'aime. J'ai pas à me plaindre. J'ai toujours eu de la chance dans mon travail. Comme tout le reste du pays, la côte du Portugal est à multiples facettes. Paysages plats de salines, longues plages de sable fin au sud, et puis ici, au nord de Lisbonne, des rochers, des falaises, et bien sûr l'hiver, les déferlantes qui viennent de l'Atlantique, c'est très puissant, c'est très dangereux, méfiance extrême. Pas de quoi en tout cas affoler les petits pêcheurs portugais qui, comme leurs voisins espagnols, prennent des risques considérables pour capturer un petit crustacé dont raffole toute la péninsule ibérique. Je regarde comment est la mer. Demain, il peut y avoir du brouillard. Alors je vais voir comment elle est pour savoir où je vais pouvoir aller travailler. On fait toujours comme ça. Quand elle est comme ça, on dit qu'elle est calme. L'océan est très fort ici. Quand il y a de la mer aux Açores, 2 jours après, elle est ici. Ça ne loupe pas. Sur les 750 000 qui séparent les Açores des falaises de Sagres, rien n'arrête l'océan. Sagres, c'est comme un mur au bout du Portugal, le bout du bout de l'Europe. José a passé toute sa vie dans ces falaises. Ce sont elles qui le font vivre. Le plus souvent, il travaille seul, mais quand il peut, il emmène son ami Hannibal, un peu comme un élève, et puis à 2 à certains endroits, c'est quand même plus sûr. Pour descendre jusqu'à la mer, il y a des dizaines et des dizaines de chemins cachés dans les falaises. On ne peut y aller qu'à marée basse, quand les vagues viennent se briser bien loin des rochers. L'idéal, c'est pendant les grandes marées, comme aujourd'hui. Ils sont grands, ceux-là. Le trésor de ces falaises, ce sont donc les pousse-pieds. Ici, on les appelle des percebes. C'est ça qu'ils viennent pêcher. Ces drôles de mollusques qui ressemblent à des griffes et s'accrochent aux rochers, là où personne ne peut les voir, ni venir les menacer. Je me suis déjà évanoui une fois ici, mais il y avait beaucoup de mer, c'était pas comme aujourd'hui.
Heureusement, il y avait un collègue avec moi. Les percebes, c'est un peu le caviar du rocher, un fruit de mer de luxe, un bien précieux, jalousement gardé par les vagues. Un des principes de base de notre travail, c'est de ne jamais lever les yeux, toujours regarder la mer. Quand on se prend mal une vague, c'est parce qu'on ne la regarde pas. Toujours. J'ai appris ça avec toutes les baffes que je me suis prises durant des années. Ça fait plus de 30 ans que José roule sa bosse dans les falaises de Sagres. Il connaît tous les courants, toutes les cavernes, toutes les pierres, et il sait exactement la façon dont les vagues viennent se briser contre elles. C'est un bon professeur. Il a une histoire à raconter sur presque chaque pierre. C'est que ça fait vraiment longtemps qu'il fait ce métier. C'est comme s'il était né sur un rocher. La mer ne laisse pas beaucoup de temps pour pêcher. 2h30, 3 heures environ, jusqu'à ce que la marée remonte. C'est toujours elle qui décide quand on peut commencer et quand il faut s'arrêter, histoire connue. Il y a 12 ou 13 jours que je ne gagne rien. Il n'y avait pratiquement pas de marée et la mer était trop forte. C'est comme ça en cette saison en automne. On travaille 2 ou 3 jours et on reste une semaine sans rien faire. Il faut faire des économies pour l'hiver. Ils sont déjà vendus. Mes pousse-pieds, ils sont toujours vendus à l'avance. J'ai des acheteurs fixes. Là, il y a à peu près une quinzaine de kilos. Ça fait 75-80 euros. 80 euros pour 3 heures de travail, ce n'est pas si mal dans un pays où le salaire minimum est d'environ 350 euros. La plupart du temps, les pousse-pieds se vendent de la main à la main, directement aux restaurateurs de la région, de Lagos, Sagres ou de Villa do Bispo, le village de José. C'est de là que viennent tous les pêcheurs professionnels. De Villa do Bispo, on ne voit pas la mer. Elle est à 2 km, mais on ne parle que d'elle. Ça a toujours été le village des pêcheurs de pousse-pieds. C'est comme ça, les percebes, c'est la spécialité des hommes d'ici. Avant, mis à part la terre, la seule source de revenus, c'était les pousse-pieds. Dans la famille de mon père, ils étaient tous pêcheurs de pousse-pieds. Même ma mère, elle faisait ça. Ils y allaient par équipe de 4, 5 ou 6. Dans le groupe, il y en avait toujours un ou deux qui savaient nager. C'est eux qui passaient devant.
Et ceux qui ne savaient pas nager, ils y allaient quand même. Ils sont encore une vingtaine à Villa d'Obispo à vivre de ces falaises, à travailler suivant les caprices de la mer. Beaucoup ont laissé tomber ces dernières années. José, lui, est resté. J'ai toujours aimé la mer. J'ai déjà eu des frayeurs. Elle peut me maltraiter, mais je suis toujours prêt à revenir près d'elle. J'ai jamais eu peur. Je compare ça aux toreros ou aux pilotes de Formule 1. Ils se ramassent un jour, mais le lendemain, ils sont encore là. C'est la même chose. Pour rejoindre notre prochaine destination, nous allons quitter Lisbonne, le Tage et son balai de ferry pour mettre le cap à l'ouest en direction de l'île de Berlenga. Au Portugal, tout le monde ou presque connaît Berlenga. Pourtant, cette île minuscule est inhabitée pendant toute une partie de l'année et même à la belle saison, l'accès des visiteurs y est strictement réglementé. Seulement voilà, Berlenga est un lieu unique en son genre, protégé à la fois par les hommes et par la mer. Visiter Berlenga, ça se mérite. Quelle que soit la saison, le voyageur n'est jamais à l'abri d'une traversée houleuse. 14 km seulement séparent la côte portugaise de l'île de Berlenga. Face à la ville de Peniche, à 80 km au nord de Lisbonne, ce bloc de granit est unique en son genre. Berlenga est la seule réserve insulaire sur la côte ibérique du Portugal. Une réserve ouverte à l'homme, mais en nombre limité, car les véritables propriétaires des lieux, ce sont les oiseaux. Des dizaines de milliers d'oiseaux de mer, guillemots, goélands ou cormorans, qui au gré des saisons viennent nicher sur l'île. Ici, ils sont partout chez eux. Cela fait 12 ans que Paulo arpente Berlenga dans tous les sens. Gardien de la réserve, il vit en permanence à l'écoute des cris de ses habitants. Si on est dans le territoire, là c'est stressant. Si on va un peu vers près des nids, leurs cris sont vraiment violents. Et parfois, ils frappent avec le bec, avec les ailes, les pattes. Je crois que c'est leur objectif. C'est de faire peur et ça énerve. Pendant longtemps, Berlenga n'a eu qu'une seule fonction, défendre le littoral portugais depuis la forteresse Saint-Jean-Baptiste. Puis, après le départ des militaires au XIXe siècle, l'île est restée quasiment inhabitée. Sa nouvelle vie, Berlenga la doit aux scientifiques bien sûr, mais aussi aux pêcheurs. Au début, ils venaient du continent pour de courtes périodes de travail. C'était il y a 40 ans. Depuis, ils ont construit les seules maisons de Berlenga, un village en modèle réduit. Quant aux touristes, ils disposent d'un terrain de camping. Cette formule d'accueil est volontairement rustique, car pour préserver l'équilibre du site, la loi limite la présence humaine à 300 personnes. Cette règle, les pêcheurs de bar sont les premiers à s'en féliciter. Chaque année au printemps, 14 familles établissent leur quartier sur l'île pour un séjour de 6 à 9 mois. Berlenga alors leur appartient un peu. À mon avis, c'est très intéressant que l'île soit une réserve naturelle. Pour nous, ça ne crée aucune contrainte, au contraire. Comme ça, l'ambiance entre nous est préservée. On pêche tranquillement nos poissons et on est heureux entre nous.
Je ne sais pas ce qu'en pensent les autres, mais c'est mon opinion. Vivre dans une réserve pour moi, ça n'a que de bons côtés. Lourdes vient régulièrement depuis 3 ans pour son travail à Berlingha. Elle est biologiste à l'Institut de conservation de la nature. Elle s'occupe de la colonie la plus nombreuse, celle des goélands. Au dernier recensement, elle en a décompté 20 000. Chaque été, c'est le même travail. Lourdes identifie ses pensionnaires en leur posant des bagues. Elle choisit les plus robustes qui bientôt s'envoleront très loin, pour certains jusqu'en Angleterre. Je mets 1000 par an et ça sert pour étudier la dispersion pendant l'hiver et aussi la survie. Et dans 3-4 ans, on peut aussi étudier la fidélité à la colonie parce qu'on peut voir si ces oiseaux retournent ici pour se reproduire. Le soir à Berlingha, le concert de cris diminue progressivement. Enfin, l'île va profiter d'un silence relatif. C'est l'heure pour l'équipe de la réserve naturelle d'aller travailler sur une autre espèce. Un oiseau que l'on ne voit jamais à terre pendant la journée. Il ne quitte le large pour regagner son nid qu'à la nuit tombée. C'est le puffin cendré, un albatros qui à l'âge adulte atteindra plus d'1 mètre d'envergure. José Pedrou, l'un des biologistes de la réserve, étudie leur comportement depuis plusieurs années, sans arriver pour autant à résoudre une belle énigme, celle de la fidélité du puffin à Berlingha. Il reste sur la mer pendant 6 années et seulement après 6-7 années, il revient à terre. Et ce que nous avons observé, et l'autre chercheur aussi, c'est que les oiseaux viennent très proches des nids où ils sont nés. Je ne sais pas pourquoi, peut-être il y a quelque chose comme une mémoire visuelle ou quelque chose comme ça qui est attrapé et après ils reviennent. Dans quelques mois, quand les derniers pêcheurs auront regagné le continent, les oiseaux seront à nouveau les seuls maîtres de Berlingha. Ils pourront alors compter sur un allié fidèle, Neptune. En hiver, aucun intrus ne s'aventure à venir le défier dans ces parages, et cela, les oiseaux le savent bien. Voilà, notre escale au Portugal s'achève. Un pays plein d'énergie qui se tourne de plus en plus vers le continent européen, sans oublier son immense passé maritime. À bientôt et bon vent! Quando me deito, levanta voo do meu peito, sempre, sempre à hora certa. Passa por aquela